Patrick Michel, Knowings. Bonjour, donc Patrick Michel, je suis le dirigeant et fondateur de Knowings. Knowings est un éditeur de logiciels destiné à 4 grands usages: la GED, donc gestion électronique de documents, la collaboration, donc la mise en réseau d'acteurs et le travail collaboratif, espace projet notamment, communauté. Le troisième usage, c'est le knowledge management. Donc ici, il s'agit d'élever la valeur de l'information et de la transformer en savoir et de la diffuser auprès de réseaux de personnes. Et le quatrième usage, ce sont les réseaux sociaux professionnels ou les réseaux sociaux d'entreprise. Nous sommes aujourd'hui 24 personnes. Nous devons être classés 3e éditeur collaboratif en France. Nous sommes premiers dans le classement de la matrice LECO en termes de plateforme collaborative. Et nous sommes présents en France, en Angleterre, en Afrique du Nord et bientôt en Allemagne, j'espère. Je peux essayer de répondre en partie. C'est effectivement l'extraction de sens à partir du contenu du texte et aller au-delà des mots et remonter au niveau du concept. Et à partir de ces concepts, le cas échéant, mettre ces concepts en réseau pour pouvoir les relier entre eux par des liens logiques, je dirais, ou des liens de sens en tout cas, pour arriver finalement à trouver une réponse à la question qui se pose. C'est tout ce qu'on essaye d'exprimer par des taxonomies qui a pu être exprimé dans des thésaurus ou des expressions de métier notamment, pour arriver à extraire du sens à partir du texte. Et l'évolution de moteur de recherche, sans faire d'historique, là, mais depuis 2-3 ans. Oui. Alors, ce qui est marquant pour nous chez Knowings, donc on intègre également Lucene et Solar, qui sont les deux le standard qui sont les standards et qu'on retrouve chez pratiquement tous les éditeurs aujourd'hui, ou un grand nombre d'entre eux en tout cas. En tout cas, pour nous, le chemin était double. D'une part, proposer une solution complètement standard, totalement packagée, dans laquelle l'utilisateur n'a absolument rien à faire, rien à paramétrer pour utiliser son application. Et nous avons travaillé sur tout ce qui est facettes et représentation à facettes dans les diverses communautés et dans les divers contenus que l'on traite, soit dans la partie GED, soit dans la partie réseau social ou collaboration. Les difficultés sur lesquelles on a été amené à travailler en ce qui nous concerne, c'est les problématiques de volume. Tant qu'on est dans des quelques centaines de milliers ou 1 million de documents, les choses se passent bien. Quand on atteint, comme chez certains de nos clients, 10 millions de documents à gérer, dans lesquels il faut extraire des facettes, dans lesquels il faut traiter des problématiques de droit également sur les documents, de manière à présenter des facettes justes, avec des nombres de documents justes par rapport aux droits qui sont contenus dans ces documents, qui sont liés à ces documents. Là, on touche souvent les limites des outils, et ça nous a amené à devoir développer des fonctions complémentaires autour de ces logiciels pour répondre correctement à une question qui est posée dans l'outil. Alors, la première voie, ça a été donc proposer des solutions totalement packagées dans lesquelles on a rajouté ces fonctions de gestion de droit. On a aussi rajouté des fonctions de traitement des langues latines. Je vous invite vraiment à être très vigilant sur ce sujet-là. L'origine des moteurs open source en particulier est souvent anglo-saxonne. Le traitement des accents et des formes conjuguées françaises est quelque chose qui leur paraît complètement ésotérique. Et donc on a dû rajouter des fonctions de traitement linguistique pour traiter la langue française ou les langues latines autour de Lucene notamment, pour avoir des résultats pertinents et pas trop de bruit ou au contraire une absence de réponse. L'autre approche a été que certains de nos clients ont des moteurs de recherche d'entreprise. On travaille par exemple pour GDF Suez. GDF Suez utilise Sinequa comme moteur de recherche sémantique, et donc ont besoin d'adresser l'ensemble des sources d'informations de l'entreprise, du groupe, et pas seulement les informations que nous produisons, parce que dans des groupes comme ça, vous avez des centaines d'applications. Donc il est important aussi, me semble-t-il, de s'intéresser aux connecteurs et à la capacité des logiciels que vous utilisez à se connecter à des moteurs de recherche tiers. En l'occurrence, nous avons développé ce genre de connecteur pour que Knowings puisse communiquer avec Sinequa, qui vient indexer nos contenus et remonte à une question générale, des contenus aussi bien de la GED qui peut être sur un logiciel X que des contenus qui sont dans nos propres applications. Les deux moteurs fonctionnant ensemble dans ce cas-là, c'est ça ? Les deux moteurs fonctionnent ensemble, c'est-à-dire quand on est juste dans notre environnement, GDF Suez en l'occurrence utilise le moteur Knowings, basé sur Lucene Solar, et quand ils sont dans des recherches transversales, dans leur intranet, groupe, je dirais, corporate, là ils lancent des recherches avec un moteur groupe. Et les deux fonctionnent de manière
cohérente et il est important aussi, me semble-t-il, de s'intéresser aux connecteurs et à la capacité des logiciels que vous utilisez à se connecter à des moteurs de recherche tiers. En l'occurrence, nous avons développé ce genre de connecteur pour que Knowings puisse communiquer avec Sinequa, qui vient indexer nos contenus et remonte à une question générale des contenus aussi bien de la GED qui peut être sur un logiciel X que des contenus qui sont dans nos propres applications. Les deux moteurs fonctionnant ensemble dans ce cas-là, c'est ça? Les deux moteurs fonctionnent ensemble, c'est-à-dire quand on est juste dans notre environnement, GDFS en l'occurrence utilise le moteur Knowings basé sur Lucene Solar, et quand ils sont dans des recherches transversales, dans leur intranet, groupe, je dirais corporate, là ils lancent des recherches avec un moteur groupe. Et les deux fonctionnent de manière cohérente et simultanée. Donc l'évolution de quelques années, c'était de rajouter, de traiter des gros volumes, rajouter des facettes, pardon. L'évolution de quelques années, c'était de rajouter des facettes, de traiter des gros volumes et de s'interfacer avec d'autres moteurs. C'est ça. Et également d'intégrer les problématiques de gestion des droits, qui peuvent être assez complexes, notamment quand vous avez des workflows, comme dans nos applications collaboratives, des workflows qui viennent changer des droits dynamiquement en fonction d'étapes de workflow ou en fonction du contenu du document, parce que le document traite d'un sujet et que vous êtes expert de ce sujet, alors du coup vous obtenez des droits sur ce document pour venir le valider par exemple ou l'enrichir. Ces problématiques de gestion de droits doivent être intégrées dans le moteur de recherche et doivent être intégrées dans les API, dans les interfaces qui permettent à des moteurs de recherche tiers de venir chercher dans vos propres contenus. C'est là où ont été les grandes évolutions pour nous au cours des 3 dernières années. Si j'ai bien compris, c'est si je suis collaborateur, j'ai des droits sur une application, je n'ai pas de droits sur l'ensemble de l'application, des datas qui sont dans l'application. Par contre, le moteur de recherche peut me délivrer en tant que résultat des documents auxquels, a priori, je n'ai pas le droit. Voilà, c'est ce qu'il faut absolument prévenir comme risque. Ouais. Et ça encore, c'est le cas simple. Parce que si les droits sont gérés par l'application ou au niveau du document, c'est relativement simple. Mais quand vous avez une attribution dynamique de droits, typiquement, ce qui nous est demandé dans des applications de knowledge management, par exemple, c'est vous avez un contenu ou une connaissance qui porte sur un sujet. On va prendre la production d'énergie dans les cimenteries, admettons, ou la consommation d'énergie dans une cimenterie, c'est un cas vécu. Si je suis un expert de l'énergie dans les cimenteries, j'acquiers des droits sur le document. Mais c'est mon profil et la combinaison des contenus du document qui fait que ce document concerne les cimenteries et l'énergie qui me délivre des droits de voir ce document. Et ça, le moteur de recherche, il est perdu généralement. Donc lui permettre de gérer ses droits de manière qui n'est pas encore complètement résolue aujourd'hui. Donc sur les droits, je pense qu'il y a encore une évolution à venir. Il y a déjà un certain chemin qui a été fait au cours des dernières années. Je pense qu'il reste encore des choses à faire. Je viens apporter un complément encore, parce que je crois qu'il y a un pan, en plus de ceux que tu viens de citer, qui nous manque, qui est le domaine des moteurs sociaux. C'est-à-dire, pour moi, une des grandes tendances actuelles, c'est qu'on demande aux moteurs de recherche de trouver non seulement des contenus, mais aussi des personnes, et d'identifier ces personnes par leurs activités, par leurs contributions, par leurs échanges dans du microblogging, dans des sites externes, dans des réseaux sociaux internes, etc. Identification d'experts. Et donc c'est tout le problème de l'identification d'experts, c'est-à-dire qu'on se trouve parfois démuni par la masse de réponses qu'on trouve dans une recherche traditionnelle, par un moteur de recherche aussi performant soit-il. Donc on peut avoir trop de réponses, voire pas dans certains cas. Et la tentation maintenant est d'étendre les recherches aux acteurs et aux experts qui détiennent le savoir ou la connaissance sur le sujet. Et c'est beaucoup plus facile, parce qu'on est peut-être tous un petit peu feignants aussi, de demander à un confrère, à un collègue, à un sachant de répondre à la question qu'on se pose, plutôt que d'aller fouiller dans des dizaines de documents ou de rapports qui ont été mis en œuvre. Donc on voit se développer ce type de besoin. On y travaille en ce moment chez un de nos clients qui veut aller chercher dans les activités qui sont gérées dans les applications Knowings pour identifier des réseaux et des relations entre personnes et des relations entre des thématiques et des personnes pour proposer aussi bien des contenus que des individus et les mettre en relation après par le réseau social pour pouvoir envoyer la question, entrer en chat ou en relation avec la personne concernée justement. Alors, je peux peut-être vous citer un exemple ou un projet sur lequel on travaille en ce moment.
C'est dans un réseau de conseils et d'experts comptables. Ils sont 650 personnes. Et dans ce réseau, nous avons mis en place le résultat d'un projet de recherche que l'on mène depuis 5 ans avec plusieurs labos du CNRS, qui consiste à créer un système de gestion à base de traces d'activité. Et donc, l'idée est de mettre des sondes dans les différentes applications qui sont utilisées dans l'entreprise. Ces sondes remontent les activités qui ont été menées par les collaborateurs, également par les entreprises clientes de notre client, donc qui sont des entreprises de diverses natures. Et par l'analyse de ces traces d'activité, on est capable d'interpréter les activités qui ont été produites par les collaborateurs et par les clients. On est capable de les profiler au sens, pour les clients par exemple, de leur fournir un service de qualité, une information qui est complètement personnalisée par rapport à ce qu'ils viennent rechercher dans l'entreprise. On est aussi capable de détecter éventuellement des situations à risque, parce qu'il y a aussi cet objectif-là. On est capable, par ces traces d'activité qui remontent, également de prévenir des fuites d'informations ou des anomalies. Et tout ça est interprété par un moteur de recherche et du big data, puisque là on est dans des volumes de l'unité de mesure, c'est le milliard d'informations. Donc on trace, on analyse toutes ces interactions et on aide par exemple les collaborateurs à identifier des informations manquantes sur un dossier ou une situation de risque qui se produit parce qu'ils n'ont pas produit la déclaration fiscale de leurs clients dans les délais, on les alerte. Donc par toutes ces logiques d'analyse d'activité, de traces, de recherche, d'interprétation par un système expert et du big data, on arrive à finalement informer l'utilisateur de situations qui le concernent, lui proposer des contenus et des documents qui peuvent l'aider dans l'exercice de son activité, éventuellement lui proposer de rentrer dans un processus, donc un workflow, pour mener à bien la tâche qui devrait être menée à bien, et le mettre en relation avec un sachant pour l'aider, le cas échéant, à produire l'information dont il a besoin. Alors ce projet est un projet de recherche dont les résultats aboutiront très probablement pour la première version en production à la fin de l'année 2014 dans le cadre de cette organisation, et ensuite ce sera étendu à d'autres clients. Et on a 35 chercheurs de divers labos de recherche de l'Université de Grenoble, du CNRS à Lyon, d'INSA, qui ont travaillé avec nous sur ce projet-là. Donc si je comprends bien, il ne s'agit pas de rechercher des documents, de localiser des experts, mais il s'agit de localiser des activités. C'est tout à fait ça. ça. De chercher des activités. C'est ça. Et je pense qu'une des tendances futures des moteurs de recherche sera d'aller sur ces activités, parce que les activités sont tellement plus riches en informations, parce qu'une activité, ça met en relation des contenus, des personnes, des éléments temporels, des éléments situés temporellement les uns par rapport aux autres, et donc ça nous donne une richesse extraordinaire. Et la difficulté qui se pose, c'est la représentation également de ces activités, parce que le résultat du moteur de recherche, c'est quoi? Représenter une activité. Et donc là, on a des représentations graphiques d'activités qui sont proposées, qui vont construire finalement des graphes pour informer l'utilisateur de l'information qu'il recherche et qui va au-delà des documents et des personnes. On a travaillé avec des juristes sur ces notions. L'utilisateur est propriétaire de sa trace. Donc il est propriétaire de sa trace d'activité et il doit avoir la possibilité, comme on accède à des informations marketing chez un fournisseur, il a la possibilité de dire je suis propriétaire de ma trace, je veux savoir ce qu'il y a dedans et je veux effacer, si je veux, je peux effacer des parties de ma trace. Et je peux également, comme sur mon navigateur internet, naviguer en in private à certains moments. Je suis dans une activité que je considère comme personnelle, donc je passe en mode privé et je ne suis plus tracé pendant ce moment-là. Et également, l'entreprise a la possibilité, dans le paramétrage des sondes dont je parlais tout à l'heure pour tracer les activités, de choisir et de paramétrer ce qu'elle accepte de sonder, ce qu'elle n'accepte pas, en fonction de sa politique salariale, sociale, syndicale, etc. Et elle se doit d'informer, bien évidemment, ses collaborateurs et ses clients sur les activités tracées. Et après, il y a souvent des jeux de discussion, voire de négociation, pour savoir jusqu'où on peut aller. Et par-dessus tout ça, bien sûr, la politique de droit, si je suis membre d'une communauté qui a des restrictions de visualisation particulières sur un contenu, je n'utiliserai pas ces contenus dans les traces d'activité qui concernent des personnes qui n'ont pas accès à ces contenus, bien évidemment. Et bien évidemment, juste pour terminer, désolé, il y a, comment dire, sur la trace, qu'est-ce qui se passe quand le collaborateur quitte la société? Ça aussi, c'est un... Alors, il faut juste rappeler une chose, c'est que n'oublions pas les principes fondamentaux de la vie d'entreprise. Nous sommes salariés d'une société
Nous sommes dans un lien de subordination, ça s'appelle comme ça, c'est le terme juridique. Et l'activité que nous produisons dans l'entreprise est propriété de l'entreprise. C'est pas une propriété personnelle. On est dans un exercice professionnel d'une fonction. Il ne faut pas l'oublier. C'est le droit, hein, simplement. Après, on peut socialement, humainement, se poser plein de questions si on veut. Mais n'oublions pas quand même la réalité concrète. Et moi, je suis souvent choqué qu'on ne soit pas choqué que Google nous trace complètement dans notre vie privée et tous les numéros de téléphone qu'on a appelés, la date de l'appel, l'heure de l'appel, parce que c'est dans leurs conditions générales et je vous invite à les regarder. Moi, j'ai désinstallé toutes les applications Google de mon téléphone et de mon ordinateur parce que je refuse qu'on trace tous les gens que j'appelle. Et donc ça choque pas 99% de la population. Et par contre, alors ça commence à choquer, c'est ce que je vous disais, il y a un renversement, et j'en suis le premier artisan. Et on est plus choqué de l'entreprise qui nous emploie et qui nous rémunère. On doit quand même s'interroger sur ce phénomène-là.